Merci, bonjour à tous. Donc, on va un petit peu changer de registre et quitter l'urologie pour repasser enfin, la chirurgie pour repasser à la médecine. Donc, moi, on m'a demandé de vous parler effectivement des modalités de prescription de la neurostimulation transcutanée du nerf tibial. Alors, j'espère que vous avez bien ma présentation, sauf Oui, que… bon. Voilà. Alors, les techniques de neurostimulation, c'est quelque chose qui est déjà connu depuis au moins une trentaine d'années en neurologie, avec que ce soit des stimulations électriques, des stimulations magnétiques, en fonction de différents types de courants, différents sites de stimulation, différentes modalités de stimulation. On connaît très bien la neuromodulation des racines sacrées, mais les techniques de stimulation vaginale pour la rééducation périnéale ou des stimulations au niveau du nerf dorsal de la verge. L'intérêt d'effectuer une stimulation au niveau du nerf tibial, elle est la même. L'intérêt, c'est de pouvoir modifier les afférences cutanéo-muqueuses et d'entraîner une activation dans une voie de conduction nerveuse afin de moduler la conduction nerveuse dans une autre voie, dans le sens de la stimulation ou de l'inhibition. Alors tout d'abord, juste en ce qui concerne la neurostimulation tibiale, juste un petit mot de sémantique, parce que quand on fait PubMed, on se retrouve avec avec une bibliographie qui parle à la fois de neurostimulation tibiale postérieure ou de neurostimulation du nerf tibial. Sur le plan de la nomenclature internationale en anatomie, en fait, le nerf tibial postérieur n'existe pas. On a une artère tibiale postérieure, on a un ganglion tibial postérieur, mais il n'y a pas de nerf tibial postérieur. C'est le nerf tibial qui est anciennement le sciatique poplité interne, issu donc une des branches terminales du nerf sciatique. Et donc, dans les revues de bibliographie, maintenant, il faut vraiment s'attacher à parler de nerf tibial et non pas de nerf tibial postérieur. Alors, pourquoi ce nerf tibial, pourquoi on utilise ce nerf tibial? Effectivement, c'est un nerf mixte, sensitif et moteur, dont ses racines, alors on va rester sur la même diapositive qu'avant, je ne sais pas moi qui passe les diapositives. Alors, le nerf tibial en fait est issu donc des mêmes racines communes aux racines qui sont destinées à l'innervation des muscles pelvipérinéaux. Et l'intérêt, effectivement, c'est de pouvoir effectuer une stimulation, que ce soit par l'intermédiaire d'une aiguille qu'on va pouvoir, qui a fait de nombreux travaux, au niveau du nerf tibial, ou par l'intermédiaire d'une électrode cutanée en rétromalléolaire sur le nerf tibial postérieur. Et c'est intéressant parce que quand on voit cet endroit de stimulation, on se rend compte qu'effectivement, il a exactement le même point qu'un point d'acupuncture qui est largement utilisé pour tout le traitement des voies urinaires, qui est le point SP6 que l'on retrouve dans les voies et qui consiste effectivement à une stimulation effectivement des voies sensitives. Alors, quel est le mécanisme d'action de cette neurostimulation? Il n'est pas encore très clairement défini aujourd'hui, mais on pense qu'il y a quand même probablement plusieurs actions. Alors, il y a une première action qui est suspectée peut-être au niveau purement local sur le muscle détrusorien. Et effectivement, si on effectue une neurostimulation chez des rats chez qui on a induit une cystite fibrique, on va avoir une inhibition des contractions détrusoriennes et une augmentation de la capacité vésicale. Mais probablement que l'effet, il n'est certainement pas local, il est probablement à un niveau central, spinal et aussi supraspinal, puisqu'on a aussi démontré chez le chat que l'utilisation d'une neurostimulation entraînait des modifications au niveau neuronal et au niveau métabolique, avec notamment une diminution de la protéine C fausse lors d'une neurostimulation. On a aussi également certainement une action encéphalique supraspinale, puisque si l'on effectue des séances de neurostimulation, on se rend compte qu'au bout de 12 séances de neurostimulation, on va avoir une augmentation de la durée des potentiels évoqués somesthésiques, donc lors d'une neurostimulation chronique du nerf tibial. Et puis, si on fait des IRM fonctionnels chez les patients qui ont une hyperactivité vésicale, on se rend compte que sous neurostimulation, il va y avoir une modification des sites en IRM fonctionnel. Alors finalement, comment vont se passer les techniques de neurostimulation? Alors si on en parle de stimulation transcutanée, on est obligé d'abord de parler de la voie un peu plus ancienne, qui est la voie percutanée, où il y a quand même de nombreuses publications qui consistent ou qui consistent encore, puisqu'il y a certaines équipes qui l'utilisent, à effectuer une neurostimulation par l'intermédiaire d'une aiguille
implantées au niveau du nerf tibial avec des séances d'une trentaine de minutes sur une fréquence de stimulation de 20 Hz et une intensité qui peut aller jusqu'à 10 milliampères. On fait des séances de 30 minutes, 1 à 3 fois par semaine pendant 12 semaines. Alors, bien évidemment, ça nécessite une neurostimulation qui se fait en milieu médicalisé avec ces appareils d'électrostimulation. A été développée de façon un petit peu plus récente la possibilité d'utiliser une voie transcutanée avec des paramètres de stimulation qui sont sensiblement superposables de 15 Hz, 150 à 20 microsecondes, avec une stimulation qui cette fois-ci va être quotidienne, 20 minutes par jour, et qui a donc l'avantage d'être fait à domicile, d'être faite par le patient. Et en France, on a la possibilité d'avoir un appareil qui est pris en charge par la sécurité sociale, tant sur le plan de la location que sur le plan de l'achat, à 70% par le système de santé et le reste en complément par la mutuelle. Alors, est-ce que la voie transcutanée est aussi efficace que la voie percutanée? Il n'y a pas énormément d'études. On a quand même une étude randomisée, contrôlée, qui finalement a montré qu'il n'y avait pas d'infériorité de la neurostimulation transcutanée par rapport à la stimulation percutanée, tant sur la fréquence mictionnelle que sur l'importance des impériosités mictionnelles. Elle a l'avantage d'être faite à domicile, de façon quotidienne et avec un budget moins important que l'implication faite en centre. Il y a également d'autres études qui se sont intéressées. On parle de la neurostimulation tibiale. On pourrait aussi envisager d'essayer de stimuler d'autres nerfs, et notamment on peut, comme pour la neuromodulation des racines sacrées, effectuer une stimulation parasacrée. Vous voyez qu'il y a une étude assez récente qui a montré que finalement, si on modifie le site de stimulation cutanée, tibiale postérieure ou parasacrée, on obtient également des résultats qui sont tout à fait intéressants sur les paramètres de fréquence mictionnelle et sur les paramètres d'impériosité. Alors, quels sont les effets secondaires avant de passer sur d'autres données? En fait, il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires. On peut avoir quelques douleurs lors du point de stimulation. Il n'y a quasiment aucune contre-indication absolue. On pourrait se poser la question quand le patient porte un pacemaker. Finalement, ce n'est pas une contre-indication absolue. Il faut avoir l'avis du cardiologue pour être sûr qu'il n'y ait pas de contre-indication potentielle s'il y a un bloc auriculo-ventriculaire qui nécessite une contre-indication sur d'autres neurostimulations. Par précaution, chez la femme enceinte, on évitera, mais ça reste une contre-indication relative. Et le port de prothèses ne sont pas une contre-indication absolue. On peut avoir des phénomènes de brûlure qui peuvent apparaître lorsque il y a notamment une prothèse métallique dans la région stimulée. On évitera effectivement cette zone et on privilégiera l'autre côté pour la neurostimulation. Ce qui est important, c'est qu'il y a surtout un risque d'échec, notamment si le patient a des gros œdèmes des membres inférieurs, s'il y a vraiment une neuropathie, par exemple dans le cas d'un diabète avec de gros troubles de la sensibilité, mais effectivement, la stimulation sera moins bien perçue et le bénéfice sera moins important. Alors, finalement, quelles sont les indications dans lesquelles on va pouvoir retenir cette neurostimulation tibiale? La principale indication, c'est le syndrome clinique d'hyperactivité vésicale. Alors, il y a quand même des revues qui sont assez vastes. Avec, vous voyez, on voit cette nomenclature de tibial postérieur ou de nerf tibial. Si l'on retient une de ces revues de bibliographie, on constate qu'effectivement, cette stimulation a un effet significatif tant que sur le plan clinique que tant sur le plan subjectif par l'intermédiaire des scores de symptômes et de qualité de vie d'environ 60%, avec des résultats qui sont assez homogènes dans les différentes études. Et puis avec une amélioration qui va être objective sur le catalogue mictionnel, avec une diminution d'environ 50% de l'incontinence urinaire sur urgenturie et une augmentation du volume mictionnel. Donc, on considère à chaque fois qu'il y a une amélioration sur les paramètres d'hyperactivité vésicale si on a au moins 50% d'efficacité sur les mécanismes d'hyperactivité vésicale et d'urgence. Est-ce que cette stimulation, elle est plus forte que le placebo? Eh bien, oui, vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre d'études qui ont montré que sur une stimulation d'environ 12 semaines,
on a une supériorité de la neurostimulation par rapport à la stimulation sham. Donc, il y a quand même une stimulation, une efficacité qui est significative, 7 fois supérieure à la fausse stimulation, qui est de façon très significative sur la fréquence mictionnelle et sur l'incontinence urinaire chirurgentirie, mais également sur la nicturie, sur le mécanisme d'urgence que l'on pourra quantifier sur le calendrier mictionnel et sur l'évaluation de la qualité de vie. Qu'est-ce qu'il en est, et notamment pour la neurostimulation transcutanée par rapport aux autres traitements? Alors, on a dit tout à l'heure qu'effectivement, il y avait une supériorité de la stimulation transcutanée par rapport au placebo. Ça a été vraiment très évident sur la stimulation percutanée. C'est confirmé avec la stimulation transcutanée chez les femmes qui ont un syndrome d'hyperactivité vésicale, tant sur les scores de symptômes que sur la qualité de vie. Est-ce que l'on peut dire que la stimulation transcutanée est supérieure aux anticholinergiques? Là, ce n'est pas tout à fait confirmé. Vous voyez qu'on n'a pas énormément d'études, 4 études, qui montrent qu'effectivement l'utilisation de l'oxybutynin à 10 mg ou de petites doses de solifénacine donne une efficacité qui est à peu près superposable à l'efficacité de la stimulation transcutanée, avec l'avantage que cette stimulation, quand elle est poursuivie, elle est finalement moins coûteuse que le traitement médicamenteux. Est-ce que la stimulation est supérieure à la rééducation périnéale? Là, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup d'études prospectives. Néanmoins, l'étude de Scalazza en 2017 a regardé effectivement l'efficacité de la neurostimulation dans des groupes avec de la rééducation périnéale. Et on se rend compte qu'effectivement, qu'il y a une amélioration de l'hyperactivité vésicale dans les deux groupes, mais avec une amélioration qui semble supérieure dans le groupe avec stimulation tibiale par rapport au groupe sans stimulation tibiale, notamment sur la qualité de vie. Est-ce que la neurostimulation tibiale est supérieure à la toxine botulique? Alors là, effectivement, l'utilisation de toxine botulique Botox à 100 unités semble avoir un effet qui soit quand même plus significatif que la neurostimulation tibiale. En revanche, elle a quand même l'inconvénient d'être quand même un peu plus invasive, avec plus de complications, que ce soit en termes d'infection ou de risque d'hématurie locale. Alors, à qui proposer cette neurostimulation? Alors, bien, on va la proposer chez les patientes qui ont une hyperactivité vésicale, alors qu'on dit réfractaire au traitement de première ligne, et ça sera, on pourra le rediscuter tout à l'heure, notamment chez la femme et chez le CAG, mais également chez les enfants. Et puis, chez les patients qui ont des vessies neurologiques, que ce soit la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, les BC médulaires. On a des études qui ont montré une efficacité tout à fait significative dès le début de la neurostimulation, mais également chez les patients qui ont des pathologies périphériques de type diabète, avec une amélioration tant sur les paramètres cliniques d'incontinence urinaire sur urgence et de pollakiurie, mais également sur les paramètres urodynamiques, avec une retard d'apparition du premier volume de la contraction non inhibée ou une augmentation de la capacité vésicale. Est-ce qu'il y a des facteurs prédictifs d'efficacité de cette neurostimulation? Oui, probablement, même s'il n'y a pas d'influence du sexe, de l'âge ou même du poids. Il semble quand même qu'elle sera d'autant mieux si on a une hyperactivité vésicale sans hyperactivité détrusorienne au bilan aérodynamique ou une hyperactivité détrusorienne relativement tardive. En fait, on voit bien qu'on va jouer surtout sur les afférences sensitives que sur les afférences motrices. Elle sera plutôt à risque d'échec si on a déjà une altération très importante de la qualité de vie, une hyperactivité détrusorienne précoce importante ou des troubles de compréhension qui vont limiter la faisabilité de cette neurostimulation. Au bout de combien de temps apparaissent le bénéfice? On voit que notamment dans la sclérose en plaques, Marianne Decèze avait effectué un travail très intéressant qui montrait que le bénéfice était très rapide dès la première semaine et au moins un bénéfice qui va apparaître au bout de 4 à 6 semaines. Donc, on va attendre au moins 2 mois avant de conclure à un échec. Et ça, c'est important pour les patients de pouvoir leur dire qu'il faut effectivement qu'il y ait au moins 6 semaines de traitement bien conduit avant de dire qu'il n'y a pas d'efficacité. Alors après, combien de temps et quelles sont les modalités d'utilisation au long cours? Eh bien, on voit que si on arrête le traitement, eh bien, il y a 50% de rechute après 6 semaines d'arrêt. Et donc, on va quand même plutôt proposer de maintenir cette stimulation au moins plusieurs fois, au moins de façon pluri-hebdomadaire. Éventuellement, même, on pourra augmenter les séances, l'intervalle entre les séances, mais quand même privilégier le maintien continu et régulier de ces séances de neurostimulation.
Alors, l'effet à long terme, eh bien, on voit que quand même, il y a un phénomène d'épuisement. Vous voyez, cette étude qui s'est intéressée sur le bénéfice de la neurostimulation à 3 ans, eh bien, on voit que les patients qui continuent, qui ont un bénéfice, vont continuer et ont un maintien de cette efficacité. Vous voyez, à 3 ans, on a 67% d'efficacité d'amélioration clinique. Mais si on regarde d'un petit peu plus près cette étude, on voit que, par exemple, pratiquement la moitié des patients n'ont pas terminé l'étude. Et cette étude de Leroux en 2018 qui s'est attachée à regarder l'observance des patients au long cours, vous voyez que si on a au départ 84% qui utilisent une neurostimulation transcutanée, à 18 mois, on voit qu'il n'y a plus que 20% qui continuent cette neurostimulation, donc avec une perte d'efficacité et une observance qui n'est pas toujours très efficace, qui est pas toujours très bien suivie. Autre possibilité, c'est autre indication, c'est les troubles anorectaux, et notamment les urgences défécatoires et notamment l'incontinence fécale active. Pourquoi l'incontinence fécale active par rapport à l'incontinence fécale passive? C'est pareil, on est toujours dans ces troubles de la sensibilité qui vont se caractériser par ces urgences que l'on ne peut pas repousser. Alors, ça semble très intéressant et pourtant, on est un petit peu déçu parce que les 2 grosses études randomisées contrôlées n'ont pas forcément montré de supériorité par rapport au groupe contrôle, même si plusieurs études prospectives semblent montrer qu'il y a une augmentation du délai de sécurité, qu'il y a une augmentation de la pression maximale de repos au niveau du sphincter anal. Probablement que dans ces études randomisées, on avait des inclusions qui étaient assez larges et qui n'avaient peut-être pas ciblé le type de population. Dans ces urgences défécatoires, on peut aussi se poser la question de l'efficacité de la neuromodulation des racines sacrées, dont on connaît très bien l'efficacité et qui semble avoir quand même une supériorité par rapport à la stimulation, qu'elle soit percutanée ou transcutanée. On pourrait se poser la question, finalement, est-ce qu'il y a un facteur prédictif d'efficacité de la neuromodulation des racines sacrées si on fait d'abord une neurostimulation cutanée? Manifestement, non. Donc, ce n'est pas parce que les patients ont échoué à une neurostimulation transcutanée qu'il n'y aura pas de bénéfice significatif d'une neuromodulation des racines sacrées. En revanche, et probablement qu'il faudrait avoir des études randomisées beaucoup plus ciblées dans les pathologies neurologiques, pour lesquelles on sait qu'il y a des troubles de la sensibilité de façon beaucoup plus spécifique. Parce que vous voyez qu'il y a 2 études notamment qui ont montré des résultats très significatifs dans la sclérose en plaques, entre 56 et 80% d'amélioration sur les urgences défécatoires, et qui concernait à la fois l'incontinence fécale active ou l'incontinence fécale passive. Et on voit même chez certains patients une amélioration des critères de constipation fonctionnelle dans une toute petite proportion de patients, 7 sur 55. Néanmoins, même si on n'a pas des résultats finalement très significatifs dans la littérature, vous voyez que la Société nationale française de coloproctologie recommande l'utilisation de cette neurostimulation après échec de la rééducation périnéale en cas d'incontinence fécale, et notamment d'incontinence fécale active. Donc, vous voyez, l'intérêt de cette neurostimulation, elle n'est pas à discuter. Elle a un outil qui est extrêmement intéressant, surtout si on veut éviter des traitements invasifs. Pour l'instant, cette neurostimulation tibiale, elle a été longuement proposée chez des patients en 3e ligne. On a largement envie de la proposer beaucoup plus tôt, compte tenu du caractère non invasif et de l'absence d'effets secondaires, notamment chez les sujets âgés ou des patients qui ont d'autres facteurs de comorbidité et avec une indication qui est quand même très large. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette présentation. Il y a pas mal de questions sur le chat que tu pourras peut-être répondre à pas mal d'entre elles, même si tu as répondu au fur et à mesure de ta présentation. Peut-être une ou 2 questions très rapides. Est-ce que tu stimules, donc posées par M. Amarenko, à gauche, à droite, au hasard? Est-ce que tu changes éventuellement s'il y a des échecs? En fait, la majorité des études, pour essayer d'être homogènes, ont proposé toujours une stimulation qui était du côté droit. Mais finalement, pourquoi on va proposer le côté droit plutôt que le côté gauche? Alors, effectivement, pour rester homogène et collé à l'ensemble des publications qui ont été faites, on proposera dans un premier temps du côté droit. Néanmoins, effectivement, si le patient a
une prothèse ou une prothèse qui risque de chauffer ou qui risque de faire mal, un volumineux œdème du membre inférieur, pourquoi pas stimuler du côté gauche? Il n'y a absolument aucune contre-indication. Et effectivement, on peut même se poser la question que s'il n'y a pas d'efficacité du côté droit, on pourra proposer une stimulation du côté gauche.